Bonjour Gérard Carter. Bonjour. Au fin une longue carrière dans le journalisme. Est-ce qu'il est capable de revenir un peu là-dessus, l'origine dans le métier? Oui, mon film rentre dans le journalisme. Et quand mon film retourne depuis Madagascar, quand je suis enseignant là-bas, donc pas tout à fait, enfin plus ou moins la même chose, parce que moi toujours gagné de l'approche pédagogique par rapport à ce métier de journalisme. Mais c'est un métier qui s'apprend. Un métier qui s'apprend et qui fait que les jeunes qui rentrent, c'est bizarre, apprendre ce métier. Pareil comme dans n'importe quel métier, où il y a des jeunes qui rentrent, qui apprennent. Et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui pour exercer ce métier-là. Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui rentrent, je crois, parce qu'ils ont un diplôme, ils ne sortent pas dans l'université, ils sont capables de devenir journaliste. Non, c'est un métier, et il y a un code qui nous vise à apprendre, qui nous vise à appliquer. Par exemple, la première qualité d'un journalisme, c'est la curiosité. Un journaliste, il n'est pas qui il n'est pas un journaliste. Hein? Par exemple, je vais donner un exemple bien simple. Et il peut marcher dans ses mains, et il y a un attroupement. Il n'est pas qu'à venir là, y aller. Il peut bien guetter qui peut arriver. Et là, il y a un sujet. Si il y a un démon qui attaque, si il y a un démon qui tombe malade. Et donc, c'est la curiosité. Vous comprenez? Alors, donc, moi, comme on commence le métier de journalisme, on finit apprendre avec un ancien. Moi, c'est un apprenti. Hein, on apprend. Et nous, tu peux faire des affaires qu'ils auraient pas pu faire. Nous, tu peux apprendre le métier de A à Z. Par exemple, quand on fait un reportage, nous pas un photographe, nous. Le journaliste là, il aime les photographes. Et quand il rentre dans le bureau, tu es sur la chambre noire, il développe ses photos, il imprime. Mais tout ça fait partie de la formation. Aujourd'hui, un journaliste est bien accompagné d'un photographe, ce qu'on appelle photographe de presse. C'est bien, le métier fin élargi. Mais nous, tu bien faire tout nous-mêmes, tu bien faire la correction des épreuves. Et nous, tu peux corriger nous, anciens. Corriger, ça veut dire que tu as une virgule manquée, un accent manqué, et mais tout ça, ça faisait partie de l'apprentissage. Hein? Et tu peux apprendre avec nous, aînés. Justement, la liberté d'expression, c'est quoi? Bon, liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on a la liberté d'écrire n'importe quoi. Hein? Dans Maurice, nous avons un arsenal de lois qui date depuis l'époque anglaise. Hein? Depuis l'époque anglaise, il y a la sédition, il y a tout ça. Mais un journaliste bien responsable de ce qu'il écrit. Il n'est pas capable de diffamer du monde, il n'est pas capable d'insulter du monde. Donc, on a la loi qui existe, mais parfois la loi n'a jamais fini d'utiliser, parce que parfois c'était des lois extrêmes. Mais allons dire que les relations entre le journalisme ou le journal avec le pouvoir finissent tout le temps conflictuelles. Tout le temps. Et moi, je me rappelle quand. Oubliez ça, l'épisode que finit là, censure de la presse, finit là, boycott de la presse, ça aussi existait. Hein? Un ministre qui appelle tout le responsable d'agence de publicité dans ce bureau, il dit à partir de maintenant, arrête d'une publicité, telle la gazette, telle la gazette, telle la gazette. C'est une forme de censure économique. Qui fait que tu peux refaire ça? Pour affaiblir le journal-là, pour que le journal-là baisse les chines, ce que le gouvernement dit de faire. Ça n'existait pendant la censure de la presse. Après, finalement, la vraie censure, ça veut dire qu'il y a une police, la police, un groupe dans la police qui est responsable pour censurer les articles. Censure quoi? Tout ce qui a trait contre le gouvernement, contre les élus proches du pouvoir.
Alors, nous qui bizarre, quand la gazette est finie imprimée, on sait la gazette là, amène sa caserne centrale, et là-bas, policier, le censeur, il faut lire la gazette là, des A à Z, et quand il trouvait qu'il bizarre, si peut attaquer le gouvernement, bien tirer. Alors au départ, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux laisser un espace blanc. Alors du monde, tu connais qui tel l'article qui ne censurait. Après, je te dis à nous, pas gagné droit à faire ça, bizarre rempli ce espace blanc là. Alors nous utilisons ce qu'on appelle un cliché. Un cliché, c'est une publicité sur bois qui nous tu peux garder et au fur et à mesure, nous tu peux adapter l'espace pour l'article. Alors ça, c'était la censure de la presse. Après, l'état d'urgence est levé en 1976, nous finissons gagner la liberté totale de la presse. Et c'était les premières élections après l'état d'urgence, 1976. Gouvernement de l'époque, une réussit, gagne une petite majorité en s'alliant, qui a dévoilé la majorité en 1976. Après arrive la période historique de 82. 82, les fameux 60-0. Vous voyez quand un pouvoir, une coalition gagne trop de pouvoir, ils viennent très fort, les lames qui viennent arrogants, les lames qui viennent intolérants, et c'est qui finit arrivé en 83. Après les 82 et 60-0, comment pas tu n'as aucune opposition? Très peu. Pourquoi tu n'as 8 élus dans l'opposition, avec Gaëtan Duval qui est leader de l'opposition, mais pas tu n'as aucune opposition. Alors quand on a une opposition dans nos systèmes démocratiques, qui arrivait, l'opposition là, elle vient de l'intérieur. C'est qui est arrivé en 82. 60-0, pendant l'opposition, là, je commence la guerre en deux, pour finalement, l'alliance MMM, PSM, fin split, et là, elle créé MSM, 83, 84. C'est encore faux parce que je crée MSM, PSM, donc PSM il disparaît, MSM et PMSD. Je gagne une majorité pratiquement absolue. Là, à chaque fois qu'il y a une majorité forte, la presse abonde. La presse devient la cible principale. Parce que quand on écrit contre eux, pas d'accord, les lèvres qui s'appliquent tout ce qui a été de loi, baillon, comme on dit. Hein? Et l'État se devine avec sa Newspapers and Periodicals Act, Bill, pardon. Hein? C'est un bill, après il vient un act. Et là, pour la première fois dans l'histoire, nous trouvons la classe journalistique, les journalistes dans son ensemble, journalistes au terrain, journalistes dans le bureau, directeurs, comme un seul homme, à protester contre ce periodical bill, Newspapers and Periodical Bill, qui fait parce qu'ils ont venir avec une caution de 500 000 roupies, ce qui, à terme, si la loi là t'y passait, beaucoup la gazette qui peut disparaître parce qu'ils ne sont pas les moyens de payer 500 000 roupies au trésor de l'État. Soit-disant ça qu'il faut utiliser pour qu'il compense Van Dimoun qui finit de subir un procès en diffamation. Voilà l'idée. Alors ça, les plus graves qui, dans l'épisode qui nous vivent avant, c'est-à-dire boycott de la presse, censure de la presse. Là, on peut tous l'essence même de ce métier. Combien de journalistes vous trouvent le pavé? Hein? Combien la gazette qui vous ferme?
Ben, la gazette qui est là depuis 40 ans, 50 ans, comme Mauritius Times. Hein? Et tant que nous protester, nous pas le droit à protester, c'est vrai. Parce que quand le Parlement siégeait, pas le droit à aucune manifestation devant le Parlement. Alors là, tu arrêtes nous, tu amènes nous caserne. Alors là, on fait une petite mauvaise parenthèse. Tiens là, parmi nous, le doyen de la presse, M. Ramlala, Bikram Singh Ramlala, qui était le directeur du Mauritius Times. Alors, l'État peut ramasser tous les journalistes, peut mettre dans le camion. Le bonhomme Ramlala vient aussi pour prendre dans le camion. Le policier lui a dit, tiens, ou trop vieux, pas pour mettre tout dans le camion. Une façon, disons, pour décourager lui de soutenir. Il n'est pas découragé, il est morcé. Du haut de ses 75 ans passés, il est morcé depuis le Parlement jusqu'aux casernes pour soutenir sa 44 journalistes qui s'arrêtaient là. Et puis finalement, il y a un épisode qui était marquant. C'était le soutien de l'Église catholique, du diocèse de Port-Louis. Et nous, on a posé la question, mais qui diocèse il fait là? Parce que le diocèse avait aussi son journal qui s'appelle La Vie catholique. Donc, si tu appliques ça la loi là, qu'il faut la vie catholique, tu es capable de dire, quoique, toute proportion gardée, capable l'Église, tu peux avoir les moyens, il dit, paye sur 500 000 au pays. Bon, là, l'Église, il a envie de montrer solidaire avec l'ensemble de la presse. Après, nous connaissons aussi qui est la journaliste qui n'est pas capable de caution. Et c'est l'Église catholique qui permet de gagner caution pour leur autres. C'est une parenthèse, mais très très importante. Et après, fini là, le procès final contre le journaliste, procès en procès, renvoyé, jusqu'au jour où le ministère public demande à rayer l'affaire. Voilà. Et nous sommes en 2017 et nous pouvons trouver que l'histoire peut répéter. Récemment, il y a un journaliste qui a vécu un moment difficile suite à la dénonciation de certaines pratiques à haut niveau. Qu'est-ce que vous pensez là? Est-ce que vous pensez qu'il y a l'instauration d'une dictature? Non, je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé qu'il nous envisage un système que la dictature pourrait s'installer. Le problème, il vient à nous dire, alors, à nous prendre mon propre exemple, pas dire mon propre cause d'eau moi-même, mais le 21 novembre, c'est l'année-là, 21 novembre 2017, pour gagner 10 ans, jour pour jour, quand la police tient les points, pour publication de fausses nouvelles. Quelle était cette fausse nouvelle-là? Un petit article qui dit qu'un chef inspecteur de police trouve une grosse somme d'argent dans son local à Kyoto. Ce chef inspecteur, c'était Radoua, inspecteur Radoua. Mais quand nous avons une information dans le métier, là, le dimanche, le lendemain, mardi, la police vient arrêter moi pour publication de fausses nouvelles. La radio 5+, Radio Plus, pardon, reprend la même information. Donc ramasse-moi, ramasse deux autres journalistes. Mais comme d'habitude, jamais ça n'a pas fini là, aucune suite. Parce que, ok, comment on peut le prouver que c'était une fausse information? Comment le prouver que l'information est vraie aussi? Donc c'est un dilemme pour eux. Donc je tiens leur nous, et au bout de plusieurs appearances en cours, et puis finalement, là nous finissons trouver qu'il finit là aussi d'autres cas d'arrestation.
fini là le cas de Karishma Bihari, de Radio One, avec sa collègue. Eux aussi ont été arrêtés, pareil, pour publication, pour waving false news hein, on air. Et après, fin arrive, ça l'épisode qui nous connaît là actuellement, c'est-à-dire l'arrestation des 3 journalistes de l'Express. Bon, là, vous avez fait bien attention parce que dans le communiqué du groupe La Sentinelle, je reconnais qu'il y a quelques maladresses. Parce qu'un journaliste passe au travail pour substituer à la justice. Et là-bas, l'avocat du groupe, ou bien consulter, gagner de l'aval, parce qu'ils ont étudié la loi. Aux journalistes, ils n'ont pas étudié la loi. Alors, c'est là qu'il finit là, ce problème de Yerrigadou-Gate, finit dans l'arrestation des 3 journalistes. Après, finit là, ce personnage un peu troublant qui est arrivé au devant de la scène, Abdulrahim qui sortit out of the blue comme ça. Et tu as l'air beaucoup dire à qui personnage il ressemblait. Hein? C'est une croix dans lui parce que pas juste l'Express que il a le fait dans une déclaration qu'il vient de faire, qui est Express, il a imprimé. Il a aussi dans certains journaux pour dire qu'il y a un document pour faire des années de ministre. Mais ce journaliste-là, il n'est pas capable substituer lui à la justice pour y aller préparer un affidavit et tout ça. Ça, c'est une maladresse de l'Express. Alors, pour moi, ce personnage-là, il ressemblait à un autre personnage qui est dans l'histoire de Maurice, qui s'appelle Jean-Paul Chécosen. Jean-Paul Chécosen, un psychopathe. Après que nous ne connaissons qui est un psychopathe. Parce qu'il est un psychopathe content à la presse cause. Même en bien, même en mal, c'est content. Trouve non dans la Gazette. Alors, ce premier psychopathe dans l'histoire de la presse, c'était ce fameux Jean-Paul Chécosen. En 1978, le Mauricien, en 1977, pardon, le Mauricien fait l'acquisition d'une nouvelle presse. Ça veut dire qu'il est sorti depuis l'ancienne presse monotypie polyvine à l'offset. Et en février, on rappelle le 8 février 1978, le Mauricien prend feu. C'est un bâtiment en bois. Et donc, tout est détruit. À un moment, tout le document est détruit. Les temps de faire. La police commence à enquêter. Ça bout là, un Mauricien qui peut vivre en Belgique, il vient dire moi qui me dit fait dans Mauricien. Les temps, il vient dire ça. Et la politique s'en mêle. L'opposition MMM accuse le gouvernement et sa police, parce que Bougla, tu peux dire qu'il dit qu'il travaille de concert avec la police secrète mauricienne. Et qu'il finit déjà venir dans Mauricien, il fait un repérage, il ne connaît que de telle solution inflammable et tout ça. Après l'affaire, il allait en cours. Finalement, le bonhomme Ramoulam était vraiment sonné à Bazoudi par cette affaire. Donc on rappelle Côte Béranger, Djibout dit comme ça, ou la police qui filmait du fait dans le Mauricien. Je jure sur la tête de mon fils. Là, c'est qui Béranger dit en parlement. Je jure sur la tête de mon fils que c'est votre police qui filmait du fait. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait face à ces accusations? Il finit mettre sur pied une commission d'enquête dirigée par l'ancien magistrat Nam Darkan, Swadek Nam Darkan, qui mène une enquête au niveau du judiciaire et jamais ne trouve aucun coupable dans cette affaire. Voilà à peu près ça parallèle qui m'a envie de faire entre Jean-Paul Chécosen
et Hussein. Hein? Et bon, à nous dire que le climat, l'ambiance au niveau de la presse n'a plus pareil, n'a plus sa rigueur qui était là, longtemps là. Au calculou, normalement, la Gazette n'est pas capable de fonctionner si il y a un rédacteur en chef. Légalement, il n'est pas capable de fonctionner. Parce que le rédacteur en chef, ce nom bien figuré dans ce qu'on appelle le pavé légal. Qui était pavé légal? Où il y a la direction, où il y a le rédacteur en chef, et puis où il y a l'imprimeur. Quand on dit qu'on poursuivre la Gazette, il faut poursuivre ces trois là, in solido, on appelle ça. Les trois ensemble. Puis Mauricien paye la rédacteur en chef. Moi, depuis que je quitte le week-end, paye la rédacteur en chef. Et qui sont là qui peut diriger ça, un journaliste qui peut rentrer là, qui peut donner les clés de leur avenir. Bon, alors c'est pour ça qu'il faut penser qu'il a le métier peut dégringoler un peu, ce qui est malheureux, parce que c'est un métier noble, hein, qui nous traverse pendant des siècles et des siècles, qui peut venir même. Ouais. Voilà à peu près ce qui est motivé là pour dire sur le métier. Mais mon revenu, encore une fois, le métier de journaliste est un métier qui s'apprend. Ou bien, comme un apprenti, apprendre qui manière où bien marcher, qui manière où bien galoper. Voilà. Et il y a un manque de mobilisation pour les journalistes à Maurice, surtout dans le cas où il y a un journaliste qui finit arbitrairement victime du devoir. Que vous pensez bien faire dans sa direction? Cette absence de solidarité-là, tout le temps fait exister. Sauf dans le cas des 44 journalistes arrêtés. Moi, quand tu arrêtes moi, c'était dans l'anonymat, personne n'a participé comme ça. Tu arrêtes pas un journaliste de l'Express, de Radio One, personne n'a participé comme ça. Là, bon, il arrête quand même le rédacteur en chef, le directeur du groupe La Sentinelle, finit une mobilisation, mais pas soutenue. Il y a une mobilisation un peu timide. Hein? Qui fait? Parce que le corps journalistique n'est pas solidaire. Ce qui vient faire, c'est qu'il nous tient dire depuis longtemps, il faut les autres organiser. Mais ils ne sont pas organisés. C'est un peu comme les cordonniers. Les cordonniers sont toujours mal chaussés. Les journalistes, c'est pareil. Ce pays-là, c'est encore le métier qui c'est là. Un des autres bonnes collègues qui peut subir une attaque de la part de l'État, de la part du pouvoir, tu viens capable de mobiliser l'ensemble. Le pays là, ça. Et il n'est pas juste au niveau journalistique, hein. Il est au niveau national. Il y a ça l'engouement, il y a sa solidarité, comme il y a longtemps. Et tout ça, il est dilué. Dans tous les niveaux, il est dilué.